vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine politique, lancé ici chez nous à CPL Télévision où des questions importantes d'actualité politique sont mises sur la table et nous avons un invité qui vient décortiquer l'actualité politique avec nous. Vous le savez, au Congo, l'actualité en ce moment reste dominée par la question du changement de la Constitution. Faut-il, oui ou non, le faire? Oui, selon M. Tshisekedi qui estime que cette Constitution n'écarte pas avec les réalités du Congo. C'est une Constitution importée qui galvaude d'ailleurs, selon lui, la souveraineté de la République démocratique du Congo. À côté, il y en a qui s'opposent à ça. On parle essentiellement de cette question dans ce numéro de l'émission Contre nous soit dit. On reviendra aussi sur d'autres questions importantes d'actualité politique dans notre pays. Notre invité, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a l'habitude de temps en temps de venir s'exprimer ici chez nous. C'est Monsieur Jean-Jacques Mamba que nous joignons à partir de Bruxelles en Belgique. Monsieur Mamba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes acteur politique congolais, ancien député, ancien porte-parole du MLC, parti de M. Jean-Pierre Bemba. À l'heure actuelle, vous êtes cadre de l'AFC de M. Corneille Nangaa qui fait la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Corneille Nangaa qu'on attend d'ailleurs de moins en moins, qu'on entend de moins en moins. Qu'est-ce qu'il est devenu? Comment se porte-t-il, M. Nangaa? Il va très bien. Il est en pleine réalisation des engagements qu'il a pris vis-à-vis de la population congolaise. Nous, AFC, sommes inscrits, comme vous le savez, dans une révolution constitutionnelle. Nous défendons nos populations et nous barrons la route à M. Tshisekedi. Et donc, voilà, il fait ce qu'il doit faire. Et à un moment donné, il s'exprimera quand ce sera opportun. Ce qu'il doit faire, c'est barrer la route à M. Tshisekedi, c'est les chasser du pouvoir par les armes, hein, si on comprend bien. Ça, c'est clair. Pour vous, la révolution, c'est une révolution armée qui doit aboutir au limogeage de M. Tshisekedi par la voie des forces. Absolument. Lorsqu'on parle de révolution, c'est parce que par rapport à une rébellion, il y a deux choses. La première, c'est que la révolution est porteuse d'un projet. Et la deuxième des choses, la première fois, que l'article 64 soit appliqué. C'est un article qui est dans la Constitution, mais nous serons le premier groupe organisé qui va appliquer cet article et arriver au bout de ses fins. Non mais bon, là on joue un jeu de mots. Hein. Rébellion, révolution, la réalité est là, vous avez pris les armes. Vous êtes des rebelles pour avoir pris les armes contre un régime installé dans un pays. Vous êtes une rébellion, monsieur Mamba. Là les débats des concepts, c'est un débat qui risque de nous dévoyer d'une certaine manière. Si vous permettez, je donne une petite explication. Vous savez, au regard de tout ce qui s'est passé depuis 1965, vous devez comprendre que l'article 64 est spécifique. C'est un article qui répond de manière empirique à notre historique, en fait, ce qui s'est passé dans notre pays. Et donc, les politiques se sont convenus avec la bénédiction à 85% de la population pour que plus jamais en République démocratique du Congo, un groupe d'individus exerce le pouvoir en violation de cette constitution. Et donc, à partir du moment où nous nous inscrivons dans l'alinéa 1 de cet article, ce n'est pas une rébellion, c'est un devoir que nous accomplissons. Il est écrit « Tout Congolais a le devoir ». Vous voyez, ça passe en revue sous mon écran. « Tout Congolais a le devoir ». Donc, vous ne pouvez pas, d'une part, reconnaître ce devoir-là et d'autre part, dire que la personne se rebelle. Donc, dès l'instant que la personne accomplit ce que la Constitution lui dit, nous sommes dans une révolution parce que nous sommes le premier groupe organisé qui accomplit ou qui répond aux exigences. C'est une exigence de la Constitution. Donc, faites une nuance parce que dans les autres constitutions, entre 65 et aujourd'hui, cet article-là n'existait pas. C'est un article qui est survenu après la belligérance 1998-2000 jusqu'en 2001. Ils sont arrivés à Sun City, ils ont dit, bon, d'accord, plus personne ne va s'éterniser au pouvoir. Et à partir de ce moment-ci, pour que cela soit bien clair, toute personne qui le fera verra en face de lui des personnes organisées constitutionnellement, c'est-à-dire en respect de la Constitution,
pour lui barrer la route. Non, mais autant l'article refute les faits d'exercer le pouvoir en toute illégalité, autant l'article donne mandat aux Congolais de s'opposer, mais de manière légale. Vous et moi, on sait que prendre les armes contre ce pays n'a aucune légalité à l'intérieur. C'est une manière tronquée que de trouver des excuses en s'appuyant sur l'article 64. Quand bien même que cet article ne définit pas la manière avec laquelle on va s'opposer. L'article a deux alinéas. Tout Congolais a le devoir de barrer la route. Lorsqu'on vous parle de barrer la route, les moyens ne sont pas indiqués dès lors que vous connaissez qu'il y a ce qu'on appelle le principe de la légitime défense. C'est-à-dire que lorsqu'on barre la route, si on peut le faire démocratiquement dans un État démocratique, cela est valable. Mais dans un État où on tue, vous avez vu ce qui s'est passé en août 2023, où on a assassiné 156 jeunes désarmés qui étaient en train d'ailleurs, je pense, de célébrer un culte. Dans des conditions comme celle-là, vous n'avez pas d'autre choix que résister. Vous allez dans certains pays, le droit à la légitime défense, il y a des gens qui ont des armes chez eux à la maison pour empêcher effectivement la violence de les atteindre. Donc, il faut considérer que dans une dictature, dès lors que M. Tshisekedi arrête Kikouni, il arrête Moukeba, il arrête Kaboun, il arrête toutes les personnes qui, entre guillemets, gênent son pouvoir, ces personnes sont privées de liberté, il va plus loin jusqu'à assassiner des personnes qu'il considère être, entre guillemets, suspectes. Je ne pense pas qu'il y ait un autre moyen de résister, sinon vous ne seriez pas en exil. Donc, convenez avec moi que nous résistons parce que c'est un droit fondamental. Résister à la dictature est un droit fondamental. Et aujourd'hui, je pense que si c'était à refaire, nous le referons parce que M. Tshisekedi s'est dirigé vers les ténèbres. Hein, au moment où nous parlons, vous connaissez, je ne vais même pas vous raconter les histoires de Chérubin Okende et bien d'autres encore qui indiquent absolument que la voie empruntée par M. Tshisekedi, qui est une voie de non-retour, est une voie d'extrême violence. Et par rapport à cette extrême violence, nous n'avons pas d'autre choix que de résister avec des moyens proportionnels. On reviendra largement lorsqu'on va parler de l'AFC, mais en préparant cette émission, j'ai parlé à quelqu'un, je lui dis que je reçois Jean-Jacques Mamba, il me dit, bah, ces rebelles-là, il viendra défendre la rébellion de Corneille Nangaa de toutes les façons. Il est né de la cuisse de Jean-Pierre Bemba, lui-même un ancien rebelle, ayant assassiné les gens dans l'Est de la République, ayant mangé des pygmées vivants. Quelqu'un qui est né dans ça, à cet ADN-là, il trouve normal que Jean-Jacques Bemba se retrouve aujourd'hui du côté des gens qui ont des armes parce que vous êtes un fruit, vous êtes fils d'un ancien rebelle. Ça vous embêterait cette histoire-là qu'on dise de vous, ancien du MLC avec Jean-Pierre Bemba, qu'on a traité à un moment donné des cannibales après avoir ouvert nos frontières, que le Rwanda et l'Ouganda se battent chez nous avec les morts des 6 jours à Kisangani. Vous avez accompagné ce parti politique, un peu comme si c'est dans votre ADN, logiquement, vous avez les goûts du sang, vous suivez là où ça tire, vous suivez là où il y a des morts, et logiquement, vous vous retrouvez aujourd'hui à l'AFC. C'est l'argument que vos détracteurs mettent sur la place publique pour essayer un peu de vous narguer. Non, je peux comprendre cet argument, mais en réalité, il faut savoir qu'il y a des positions réactionnaires. Bon, il y a des positions réactionnaires. Ça veut dire que d'une part, on peut reprocher aux gens de prendre les armes, et d'autre part, il faut comprendre le contexte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis 1965, le pouvoir exerce une forme de pression sur les libertés. Et le pouvoir est généralement auteur des crimes. Et donc, lorsque les gens se rebellent, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace démocratique. Regardez un peu ce qui s'est passé entre 2006 et 2018. Il y a eu, à l'époque, le mouvement M23 avait commencé. Combien de jeunes avez-vous vu suivre le M23? Personne. Pour la bonne et simple raison que même si ce n'était pas parfait, il y avait des possibilités de s'exprimer. Et si j'ai bonne mémoire, j'ai fait avec toi, Perrault, plusieurs émissions dans lesquelles je critiquais sévèrement M. Kabila, sans que je sois aucunement inquiété. Et même dans le MLC, j'étais porte-parole et je parlais contre le régime et de manière très forte. Donc, je rigole que vous saluez Kabila aujourd'hui. Sur mon plateau, vous l'avez pas loupé celui-là. Hein? Vous l'avez affublé de tous les noms, vous l'avez traité des dictateurs, vous les regrettez aujourd'hui. Je suis quand même surpris, moi, monsieur Bamba. Je ne vais pas utiliser le terme regretter. Je fais une simple comparaison pour vous dire que pendant que je faisais cet exercice fastidieux pour lequel plusieurs personnes avaient peur à l'époque, eh ben, je peux vous assurer que je n'ai jamais reçu une convocation de parquet, je n'ai jamais été interpellé, même pas un coup de fil et rien du tout. Et c'est pendant cette même période entre 2006 et 2018 que vous aviez vu à l'Assemblée nationale, il y avait au minimum 100 députés de l'opposition.
ceux qui aujourd'hui sont ramenés à 22. Aujourd'hui, il n'y en a que 22 députés. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposants dans les assemblées provinciales. Il y a 26 gouverneurs de l'Union sacrée. Nous sommes dans un format de parti unique. Parce que lorsque vous n'êtes pas de l'Union sacrée, on vous écrase. Donc, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec M. Tshisekedi, vous êtes écrasé. Donc, ici, je suis simplement en train de comparer les périodes pour dire que moi, je reste objectif. Lorsque les choses ne fonctionnent pas, eh ben, je ne fonctionne pas. Si une chose est bien faite, je vous dirais qu'elle est bien faite, mais malheureusement, M. Tshisekedi ne nous a pas donné l'opportunité d'apprécier quelque chose de bon. Parce que non seulement il nous a plongé dans une dette publique abyssale en l'espace de 2 ans. À part cela, lorsqu'on prend tous les scandales de mégestion, de détournement, on prend les libertés, la privation des libertés, les escroqueries et tout ce qui va avec, surtout dans le secteur minier, on peut légitimement aujourd'hui se dire que bon, voilà, si on suce... Et la meilleure manière, c'était de prendre les armes. C'est ce que j'ai dit, c'est dans l'ADN. Ancien porte-parole du MLC, parti des rebelles. On dit que c'est dans l'ADN, c'est normal. Ce qui se passe, c'est que je préfère assumer mon choix. Vous savez, aujourd'hui, Perrault, moi j'ai été, on va dire expérience personnelle. Vous êtes à midi chez vous à la maison, vous êtes député, vous êtes en culotte, vous êtes avec vos enfants, des personnes entrent chez vous, ils vous prennent manu militari et ces personnes sont lourdement armées comme si ils allaient en guerre. Tout le monde voit la scène, on vous prend comme un malfrat, on vous amène. Cette violence-là, elle ne vient pas de l'AFC. L'AFC ne fait que réagir. La violence avec laquelle Mobutu a géré ce pays les 10 dernières années de son pouvoir a produit l'AFDL parce que non seulement il a commencé par pendre des gens au stade, mais qu'est-ce qu'il a fait des opposants? Il y avait même à un certain moment, on plastiquait, vous voyez, des gens qui mouraient chez eux à la maison parce qu'on venait poser des bombes en dessous de leur véhicule. Donc la violence produit la violence parce qu'on ne peut pas se défendre contre la violence pacifiquement. Regardez l'histoire de l'ANC. Ils se sont battus. Attendez. On ne peut pas se battre contre la violence pacifiquement. C'est ce que vous voulez dire? Mais en ce moment-là, les Mandela, les Gandhi, tout ce monde-là, les Martin Luther King auraient pris les armes. Regardez l'histoire de l'ANC et même de Mandela. L'ANC s'est battu dehors et ils ont connu beaucoup de morts. Ça veut dire que ce que je veux vous expliquer, que l'histoire de notre pays indique que nous avons des démons lorsque nous arrivons au pouvoir qui nous hantent. Il est difficile aujourd'hui d'arriver au pouvoir et de gérer, entre guillemets, selon des engagements pris, par exemple, le respect de la Constitution, qui garantit le respect des libertés individuelles, qui garantit le multipartisme politique. Ceux qui arrivent au pouvoir ont du mal à les respecter. Et même à certains moments, ils sont tentés ou hantés par l'idée de se maintenir. Et pour se maintenir, ça passe par les voies du sang et de la violence. Et donc, lorsque le peuple est opprimé à un certain moment, et vous avez vu l'AFDL, quand l'AFDL est arrivé, c'est la population qui a indiqué à l'AFDL par où passer. Donc aujourd'hui, lorsque vous prenez les territoires contrôlés par l'AFC, là où la paix règne, et vous comparez à ce qui se passe à Beni et même dans la ville de Goma, vous comprendrez très bien que la situation est extrêmement difficile et qu'à un moment donné, lorsqu'une personne ne respecte pas ses engagements et qu'elle est violente par-dessus tout, parce qu'elle peut ne pas respecter, au-delà de ne pas respecter, emploie des moyens forts. Je vous demande de rechercher la vidéo des 156 personnes abattues par la garde républicaine, de sang-froid et jetées dans des camions. Lorsque vous assistez à des scènes comme ça, comment voulez-vous réagir? Comment voulez-vous que les gens aillent marcher aujourd'hui calmement lorsque vous voyez des scènes, par exemple, dernièrement, M. Delis et Sanga, où les gens de l'ECD ont marché, on les a pris, on les a tapés. Donc lorsque vous voyez des images comme ça, comment faites-vous? Lorsque on vous apprend que M. Chérubin se serait assassiné, se serait suicidé avec 3 balles, comment est-ce que vous réagissez? Un paisible citoyen, député, ministre de son État, abattu sauvagement, on dépose son véhicule quelque part et vous avez la plus haute autorité, c'est le président de la Cour de cassation, qui sans rigoler vient vous expliquer que la personne s'est suicidée. Donc on pourra faire le procès. 90% de la classe politique aujourd'hui au Congo soit a été dans une rébellion, soit a pactisé avec, y compris l'UDPS. Donc moi aujourd'hui, ce n'est pas une rébellion, je ne veux pas d'une révolution parce que c'est la première fois depuis qu'elle a été adoptée à l'unanimité par les Congolais que cet article-là est mis en application et je me considère comme un patriote qui, effectivement, sur base de cet article-là, accompagne ceux qui veulent barrer, est ensemble avec ceux qui veulent barrer la...
Allô. Je voulais pas qu'on commence avec l'AFC, mais puisqu'on y est, finissons carrément ces chapitres-là. Au départ, j'ai posé la question parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le pouvoir tourne un peu au ridicule. Le combat mené par l'AFC, ça fait 3 ans aujourd'hui pratiquement que Bunagana est tombé, Butembo n'est pas sous contrôle, Beni non plus, Goma, Bukavu, etc., etc. Monsieur Tshisekedi, lorsqu'il parle de vous, il parle des rigolos qui ne prennent que des petites localités pour des besoins de communication. Monsieur Jean-Jacques Mamba, pourquoi vous n'évoluez pas? À un moment donné, on a senti qu'une sorte d'adhésion populaire de Congolais dans le combat que vous faites, plus vous n'avancez pas, plus les grandes villes ne tombent pas dans vos escarcelles, on a l'impression que vous êtes de vrais rigolos, comme M. Tshisekedi le dit. Pourquoi l'AFC n'arrive-t-il pas à avancer? Kabila a commencé en 97, 7 mois après il était à Kinshasa. Vous, ça fait 3 ans que vous êtes dans les mêmes espaces. C'est ce que l'UDPS dit. Bon, vous savez, je ne vais pas commenter des opérations militaires, mais je peux quand même vous parler de l'AFDL. En 97, les opérations ont commencé, alors que l'AFDL a commencé à se constituer, à se préparer depuis 94. Ça veut dire qu'on va à l'opération, et il ne faut pas comparer l'AFDL à l'AFC, parce que l'AFDL, c'était une guerre, c'était une rébellion, une alliance dans laquelle les États ont participé officiellement. Ça veut dire que vous aviez l'armée rwandaise, vous aviez l'armée ougandaise, même l'armée angolaise est venue participer dans cette alliance pour libérer la République démocratique du Congo à l'époque. En ce qui nous concerne, je peux vous assurer que la dernière fois que j'ai parlé avec vous, et aujourd'hui, après, voilà, lorsqu'on vous parle de 115 localités sous contrôle de l'AFC, vous ne pouvez pas vous imaginer géographiquement ce que ça représente, mais je vous informe que c'est plus grand qu'un pays comme le Gabon. C'est une très grande superficie et vous avez sous votre supervision plus d'1 million de personnes que vous administrez. Il y a certains pays qui n'ont pas cette superficie. Là, le Luxembourg, la Belgique non plus. Après, on peut parler des villes. Lorsque vous parlez d'avancement, je pense que la dernière fois que nous avions parlé, et aujourd'hui, je crois que nous sommes au double ou au triple de ce que nous avions à l'époque où nous avions fait l'émission. Mais il est certain que nous ne sommes pas des va-t-en-guerre et qu'on n'est pas là pour faire la publicité de ce que nous faisons, parce que pour nous, nous ne considérons pas que ce sont des exploits. Nous considérons que la révolution a une responsabilité. Contrairement à la rébellion, nous devons organiser non seulement la sécurité, organiser le rapatriement des déplacés, organiser l'administration aussi, organiser la police, et en même temps défendre les populations qui sont continuellement attaquées parce que bon, le gouvernement congolais bombarde à l'aveuglette et ça nous donne beaucoup de fil à retordre entre avancer et protéger les populations. Maintenant, je peux comprendre que les personnes soient impatientes et c'est un sentiment que nous partageons. Simplement, la situation qui arrive en République démocratique du Congo est une situation globale pour laquelle chacun de nous a sa part de responsabilité. Nous avons pris des engagements et nous avançons. Aujourd'hui, à l'époque de la première émission, la dernière émission que j'ai faite avec vous, nous étions dans le Rutshuru. Aujourd'hui, nous sommes dans Walikale et nous sommes à Lubero. Et donc, je pense qu'il y a une très très bonne évolution. Maintenant, après, quand je parle de bonne les grandes villes, on vous attend dans des grandes villes. Quand est-ce que vous prenez Goma? Quand est-ce que vous prenez Bukavu? Beni, Butembo? C'est ça le problème. Non, ça, au fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux déjà pas, vous comprenez, que je ne peux pas vous donner des calendriers parce que dans une date, il n'y a pas de calendrier. Même Poutine qui a commencé sa guerre avec l'Ukraine, qui pensait qu'il allait démettre Zelensky ou prendre Kiev en 1 mois, aujourd'hui, nous sommes en train de parler, de flirter avec 1 année. Donc, dans une guerre, on ne donne pas de calendrier, on ne donne pas de pronostic. La seule chose qui compte, c'est la détermination que nous avons. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, des combats s'opèrent. Vous pouvez voir sur tous les réseaux sociaux. Je félicite et j'encourage tous les résistants, tous ceux qui se... Et je pense que nous devrions faire pareil, et vous, à l'unisson, avoir une pensée pieuse aussi pour toutes les personnes qui sont victimes de ces atrocités commises par le gouvernement et les FARDC, notamment les Ouazalènes aussi et les FDLR. Donc, on ne va pas entrer dans cette dialectique où moi, je vais commencer à vous dire, ou que vous attendez du gouvernement vous dise qu'au mois de juin, nous serons à tel endroit. C'est d'abord des stratégies militaires, et je ne suis pas au parfum de ce qui va se passer, même si je l'étais, je n'allais pas vous le communiquer. Mais en termes d'avancée, je peux vous assurer que les étendues, 115 localités, c'est très très grand.
Et je vous inviterai, si vous avez le temps, bon, j'espère que vous n'êtes pas trop heureux, pour aller visiter Aqua Centre. Et vous constaterez que nous avons un territoire qui est plus grand que le Gabon. Donc aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité et il n'est pas question pour nous de faire des pronostics et de commencer à parler de la guerre comme on parlerait d'un match de football. Il s'agit de la vie des gens. Il s'agit des combats que nous menons tous les jours, des personnes qui se sacrifient, qui se battent des fois sans se battre pour défendre leur pays, pour défendre la démocratie. Et donc, par respect pour eux, permettez-moi d'abord de les encourager, de les féliciter pour ce qu'ils ont déjà accompli. Et puis pour le reste, on verra bien, vous et moi, à chaque fois qu'il y a évolution, je ne manquerai pas de vous tenir informé. Vous revenez tout le temps sur la sécurité des populations, sécurité de population. On va bientôt terminer ces chapitres de l'AFC pour prendre le sujet important, plutôt mère de cette émission. Vous êtes en Belgique. Un collectif d'avocats a déposé une plainte contre monsieur Christian Daiwel pour comment ils ont dit ça, pour extermination ou plutôt assassinat des Tutsis congolais. Il y a un militaire Tutsi qui est décédé dans le locaux de la DEMIAP. Première question, est-ce que vous pensez que vous, parce qu'on vous dit, on vous attribue tellement des choses, on dit que l'AFC, c'est une machine du Rwanda, c'est une machine des Tutsis. Est-ce que vous pensez que les Tutsis au Congo sont en danger? Première question. Deuxième, est-ce que vous pensez que les Banyamulenge sont des Congolais? Parce que ça aussi, c'est une question que certains considèrent comme étant sensible, une question qui assoit d'une certaine manière la guerre que l'AFC mène ou un justificatif que le Rwanda utilise tout le temps pour tirer les ficelles des guerres dans l'Est de la République. Est-ce que les Banyamulenge sont des Congolais? Deuxièmement, est-ce que vous pensez que les Tutsis au Congo sont malmenés, sont maltraités, sont exterminés? Bon, déjà, je vais revenir sur quelque chose de très important. Le dernier rapport de l'ONU indique on n'a pas trouvé des traces des militaires rwandais sur le sol congolais. Donc déjà, lorsque le gouvernement, à chaque fois qu'il veut se faire la peau belle, doit parler du Rwanda pour justifier toute la misère du Congo, j'aimerais vous informer qu'en dehors des mesures de défense qui se retrouvent sur le territoire rwandais, il a été établi par le dernier rapport qu'il n'y a pas de troupes rwandaises au combat sur le sol congolais. Ça, c'est d'abord une première parenthèse. La deuxième parenthèse, c'est de savoir si les Tutsis congolais sont menacés. Effectivement, il y a, et c'est depuis des années, que dans notre pays, les politiciens ont agité ce spectre-là pour se sentir un peu plus confortable à ne pas répondre aux autres obligations. Nous avons 450 ethnies et dans notre pays, notamment dans le nord et le sud Kivu, nous avons des Tutsis congolais, nous avons des Banyamulenge, nous avons des Ema, nous avons en fait Les Congolais vous regardent, les Banyamulenge sont des Congolais. Il n'y a pas de débat pour vous, on ne discute pas. Je le dis parce que ils vivent chez nous. L'histoire indique qu'ils sont là depuis 1960, contrairement à ce que j'entends. Il y a les Mbororo qui vivent chez nous, ils ne sont pas des Congolais. Les Mbororo utilisent nos verdures. Les Congolais vous regardent, monsieur Mamba. Est-ce que pour vous, Mamba, les Banyamulenge sont-ils des Congolais? Est-ce que les Banyamulenge sont-ils malmenés, maltraités au Congo? De mon point de vue, ces questions-là, je vous le dis et je vous le répète, et même votre président, M. Tshisekedi, l'a dit ici en France, que ce sont des Congolais. Et moi, j'assume ce que je dis parce que je considère que le problème, ce n'est pas la nationalité. Le problème, c'est la citoyenneté. Aujourd'hui, vous êtes en Belgique, vous allez rencontrer plusieurs Congolais belges d'origine congolaise. Est-ce que ces personnes-là sont belges? Je vous dirais qu'elles le sont. Sont-elles nées belges? Non. Mais ce sont-elles plus belges que congolais? Ça dépend, c'est au cas par cas. Dans tous les cas de figure, le problème qui se pose chez nous, ce n'est pas le problème de la nationalité au vrai sens du terme. C'est le problème de la citoyenneté, c'est-à-dire avoir une administration qui identifie tout le monde et qui donne la possibilité à ceux qui veulent réellement être identifiés comme Congolais de se conformer à la loi. Cela veut dire qu'aujourd'hui, j'ai vu des Libanais congolais, j'ai vu des Indiens congolais. Je ne vois pas pourquoi un Rwandais qui préfère être Congolais ne pourrait pas le devenir. Parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, de guerre entre ces deux peuples. Et lorsque vous êtes dans une ville comme Kigali, vous serez très étonné de voir le nombre de Congolais qui ont des progénitures et qui ont fait des enfants, qui se marient, qui travaillent, que ce soit dans le domaine de la médecine, donc je parle des médecins, des enseignants, dans les églises et même dans l'administration. Je ne peux pas comprendre ce genre de débat lorsque je vois Mme Makolo qui se retrouve,
jouer le rôle de M. Mouya à Kinshasa alors qu'elle est d'origine congolaise. Donc le problème aujourd'hui au XXIe siècle, le problème de 2024, c'est un problème de citoyenneté. Être citoyen du monde, c'est avoir des droits garantis partout où on est. Et qu'est-ce que font les politiciens? Par exemple, aujourd'hui, M. Tshisekedi, alors qu'il a fait asseoir toute sa famille au Katanga et qu'ils sont en train de piller et que son fils est la deuxième personnalité ou troisième de la Sikomine, sans diplôme aucun et sans background, on veut chaque fois éconduire des gens vers des débats qui sont stériles. Aujourd'hui, comme je vous le dis, s'il y a un Indien, un Chinois ou quiconque qui veut, entre guillemets, devenir Congolais et qui se conforme ou ce qui nous empêcherait de lui accorder cette nationalité. Alors, à combien plus forte raison des gens qui veulent mourir, qui se défendent, qui sont prêts à mourir pour cette nationalité, ne pourraient pas l'avoir s'ils estiment qu'ils sont Congolais. Si vous êtes Congolais dans l'âme et dans le sang et que vous respectez le loi du pays, mais vous êtes Congolais. C'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que d'ici 2030, nous soyons encore dans ces débats stériles alors que vous êtes ici en Europe. J'ai vu des Congolais se fâcher dans des communes parce qu'ils disent « mais moi je suis belge comme tout le monde », alors qu'entre guillemets, on va lui poser la question de savoir « tu es belge de quel village ?» Je vois des Italiens qui s'installent en France, je vois des États-Unis qui viennent s'installer en France ou des Américains, je voulais dire, en France ou en Belgique. Donc le problème des temps modernes n'est pas la nationalité, mais la citoyenneté. Et la citoyenneté appelle à quoi? À ce que vous donnez comme contribution pour le pays que vous prétendez défendre, pour le pays que vous prétendez aimer. Et donc aujourd'hui, si un Munyamulenge, entre guillemets, dont vous contestez, parce qu'en insistant sur cette question, c'est comme si vous aviez un doute. Non, j'ai pas de doute. Hein. Moi, je pose des questions. Hein. Je prends des questions, je mets sur la table. C'est pas mon point de vue, c'est des questions. Ah, voilà. Si ce monsieur s'identifie comme Congolais et que c'est un bon citoyen, qu'il paye ses impôts, qu'il vit paisiblement, qu'il a une entreprise, qu'il engage les gens et qu'il ne fait pas de troubles à l'ordre public, pourquoi lui refuser cette nationalité? Que gagnons-nous de cet héritage? Parce que finalement, notre pays est accidentel. Vous savez dans quelles conditions la République, le Zaïre a été créé. C'est-à-dire que M. Léopold II, avec les Allemands, il décide de faire des cartes et il dit que ici, c'est chez moi. Et vous allez remarquer que plusieurs peuples, nous avons 9 frontières. Et regardez les gens de Zongo avec les gens de la Centrafrique, c'est le même peuple. Chez nous, vous avez la même chose vers Moshiko là-bas. Vous avez la même chose à Lunda Nord avec les Kassaïens, le Loua, les gens de Chikapa. Donc pour moi, ça, ce sont des faux débats parce que nous tendons vers l'Union africaine. Les petits débats autour de il est Tutsi, il est Hutu, il est Munyamulenge, il n'est pas congolais, n'ajoutent rien au budget de l'État. N'ajoutent rien au bien-être des gens. Pourquoi? Parce que ce sont des débats qui permettent juste de pouvoir éviter d'être questionné sur des questions de gestion majeure. Et les questions de gestion majeure, c'est comment expliquer que dans un pays aussi riche que le nôtre, les gens continuent à vivre dans la pauvreté. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle que Monsieur Jean-Jacques Mamba est donc notre invité du jour. Il est acteur politique en République démocratique du Congo, cadre de l'Alliance Fleuve Congo que dirige Monsieur Corneille Nangaa, qui fait d'ailleurs la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Allez, Monsieur Mamba, l'actualité reste quand même dominée sur cette affaire du changement de la Constitution. Je sais que vous le suivez de près. M. Tshisekedi a commencé son idée de changer la Constitution d'abord à Kisangani. Il est allé le confirmer au Katanga et récemment encore à Isiro. Il dit qu'il va falloir modifier la Constitution, plutôt changer la Constitution, parce que cette Constitution ne cadre pas avec nos réalités. Cette Constitution est une Constitution des belligérants, exactement conçue à l'étranger, et cette constitution dérange un peu notre sous. De manière générale, avant qu'on rentre en profondeur, comment réagissez-vous à l'idée et à la volonté de pouvoir Tshisekedi d'échanger la constitution de la République démocratique du Congo? Vous avez oublié de rajouter qu'elle était maudite, que c'est l'embout de constitution. Ce sont des termes employés par... Bon, en fait, il y a deux approches. Il y a une approche d'un groupe qui est la maître de l'opposition républicaine, qui considère qu'il faut empêcher à M. Tshisekedi de changer la Constitution. Et c'est légitime. Mais la dynamique de cette approche suppose deux choses. La première, c'est que lorsque vous empêchez à M. Tshisekedi, ça veut dire que vous reconnaissez le deuxième.
où vous reconnaissez le mandat actuel et vous êtes en train de dire ne changez pas la Constitution pour rester au pouvoir, mais terminez quand même votre mandat. Nous reconnaissons celui-ci, mais nous ne voulons pas d'un troisième mandat. C'est ça l'implication directe. La deuxième des choses, c'est que lorsque vous commencez à manifester par des marches pour dire non au changement de la Constitution, vous vous mettez en posture de pré-campagne. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous faites une pré-campagne du non au changement de la Constitution, ce qui est un des critères majeurs pour constituer une logique référendaire. Ça veut dire que dans une logique référendaire, il y a des groupes qui s'opposent sur une thématique d'ordre national et il faut que ces groupes puissent s'exprimer librement. Donc, si l'opposition fait des grandes marches aujourd'hui et que la police encadre ces marches et que, in fine, elles se passent dans des bonnes conditions, M. Tshisekedi va mettre 20, 30 millions, il va demander au gouverneur de mettre des wew un peu partout dans la ville, dans toutes les villes, et il va vous présenter aussi 5 à 10 millions de personnes qui disent oui au changement de la Constitution, et c'est ce qu'on observe. Et donc, en ce moment-là, la logique référendaire va s'imposer. Mais la faiblesse de c'est que l'opposition dite républicaine semble ignorer qu'elles sont en face d'un tricheur et un usurpateur. À partir du moment que vous connaissez le deuxième mandat, vous reconnaissez déjà la tricherie et vous l'assimilez. Et vous savez très bien que lorsque la logique référendaire est imposée, elle va épiloguer sur une tricherie. Parce que cette CENI-là ne sera pas changée et on va vous dire que, bon, voilà, vous avez participé au jeu, vous avez marché et à ce que je sache, organiser un référendum, même au niveau de la communauté internationale, par un président de la République n'est pas un crime. Donc, il présenterait une situation dans laquelle des opposants marchaient, la majorité logique référendaire s'est imposée, et tout s'est fait dans le calme et heureusement pour la majorité, le oui l'a emporté. Donc ça, c'est un peu la faiblesse, à mon sens, et c'est vraiment à titre individuel que je lis dans l'approche de l'opposition républicaine. Et puis, il y a l'approche qui est la nôtre. C'est une approche qui est holistique, dans le sens où elle prend en compte tout ce que M. Tshisekedi représente. D'abord, nous ne reconnaissons pas son mandat. Nous l'accusons de crime. Nous l'accusons de haute trahison sur base des articles 7, des articles 190, 188, 165, 67 et 106. Et à partir de ce moment-là, nous sommes inscrits dans la dynamique de l'article 64. En réalité, nous ne reconnaissons pas son pouvoir et nous disons qu'il ne peut même pas finir ce mandat-là parce que nous considérons qu'il n'en a pas. Donc, ces approches-là sont différentes parce que nous ne sommes pas dans la logique de l'empêcher de faire un troisième mandat, dans la logique de l'empêcher de finir ce mandat-ci. Et donc, comme ce sont des approches divergentes, mais qui visent plus ou moins le même objectif, nous disons, enfin, si je devais dire quelque chose à l'opposition républicaine, ce serait mieux que pacifiquement ou par le biais des marches, qu'on change de sujet. Le sujet, ce n'est pas le changement de constitution. Le sujet, c'est la démission et l'arrestation de M. Tshisekedi pour haute trahison. Parce que c'est le vrai sujet. Vous n'allez pas discuter et aller motiver, je veux dire, faire des pré-campagnes sur un changement de constitution comme si vous étiez dans un jeu démocratique normal. Et donc, dès lors que vous donnez la possibilité à M. Tshisekedi de présenter une situation normale de démocratie où les gens peuvent s'exprimer et avoir des points de vue divergents, vous imposez ou vous laissez la logique référendaire s'imposer. Or, vous savez qu'in fine, le monsieur va tricher. Donc, vous lui donnez la possibilité de tricher une nouvelle fois. Et donc, il faudrait changer de sujet. Il faut que le sujet devienne la poursuite de M. Tshisekedi pour haute trahison, pour avoir trahi la nation au travers des articles, comme je l'ai dit, 7, 56, 57, 63, 165, 188 et 190. Si nous avions le temps, j'allais lire chacun d'entre eux, mais tu pourras le faire par la suite. Donc, les deux approches sont différentes. Nous nous combattons, nous barrons la route. Nous voulons que M. Tshisekedi démissionne. Nous n'attendons pas qu'il finisse ce mandat. Par contre, l'opposition républicaine veut l'empêcher, entre guillemets, de faire un troisième mandat ou de changer la Constitution, tout en reconnaissant le mandat actuel, piège que la logique référendaire risque de s'imposer et ils vont tous déchanter comme ils ont déchanté en 2023. Donc, vous n'êtes pas dans la même logique. Vous ne poursuivez pas les mêmes combats, si je comprends bien. Le débat sur le changement ou non de la Constitution, c'est une question qui ne vous intéresse nullement. La question est
La question, c'est est-ce que M. Tshisekedi, devant la Cour constitutionnelle, le procureur doit se saisir pour haute trahison? Le simple fait, par exemple, d'avoir des Ouazalènes dans l'armée, d'employer des jeunes, de les armer, mais l'article 190 érige cette infraction en haute trahison. Vous avez les cas de pillage et tout ça, qui ont été répertoriés. Prenez le cas de Ram. Cela suffit pour envoyer le président de la République ou le Premier ministre en prison. Donc, il faudrait que, lorsque nous avons une constitution, il faut essayer de l'appliquer intégralement. Il y a des articles revisables. Nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'on ne peut pas changer la Constitution. Enfin, on ne peut pas réviser la Constitution. Dans certaines dispositions bloquées, qui ne sont pas verrouillées, on peut la faire évoluer pour, si vous voulez, améliorer la qualité de nos institutions, améliorer la qualité de la démocratie, renforcer tel ou tel autre aspect dans les dispositions qui sont révisables. Pour celles qui ne le sont pas, elles restent telles quelles parce que c'est un compromis républicain pour que les personnes s'éternisent au pouvoir. Maintenant, si l'opposition républicaine, et j'ai même vu M. Fayoulou voir M. Katumbi, ainsi de suite, estime qu'il faille organiser des marches pour empêcher le troisième mandat de M. Tshisekedi, ben les pièges sont là. Ça veut dire que je ne pense pas qu'aujourd'hui, vous savez, généralement, les dictatures, c'est lorsqu'il y a une grosse pauvreté. Lorsque M. Tshisekedi va prendre, comme il a l'habitude de le faire, l'argent dans les caisses de l'État, qu'il demandera à M. Bumba de sortir 1 million, aux 26 gouverneurs de faire pareil et de donner de l'argent aux gens pour qu'ils marchent, pour qu'ils prennent les images, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il sera possible à l'opposition de faire pareil. Donc il faut quand même éviter de lui donner cette opportunité d'aller sur un débat qui ne le concerne pas, parce que c'est un fraudeur. Le débat qui le concerne, c'est comment nous allons faire pour interrompre son mandat et le faire lester en justice pour qu'il soit mis aux arrêts pour tout le mal qu'il a fait aux Congolais. Mais allons quand même au-delà de ce débat. Parlons un peu des arguments des uns et des autres sur la question. Je voudrais avoir alors votre point de vue sur la Constitution. Lorsque Tshisekedi dit que la Constitution ne cadre pas avec nos réalités, lorsqu'il dit que c'est une Constitution importée, rédigée par des belligérants, ça c'est quand même un fait indéniable. N'a-t-il pas raison de dire que la Constitution a été importée? C'est pas une Constitution des Congolais, c'est une Constitution imposée aux belligérants et qui ne rentre pas avec nos cadres, qui ne cadre pas avec nos réalités. D'abord, il doit démontrer, pour cet argument preuve, il ne suffit pas de faire des élucubrations, de raconter sa vie. Il doit nous dire exactement, ou il doit dire à ceux qui l'entendent, parce que nous ne l'écoutons même pas, parce que nous savons que c'est un monsieur impertinent, quelles sont les réalités aujourd'hui qui empêchent, dans cette constitution, qu'il faille changer, qui empêcheraient que le pays soit mieux géré. Aujourd'hui, ce que M. Tshisekedi cherche, c'est plus de pouvoir. Et le pouvoir pour le pouvoir. Je ne vais pas revenir sur ces promesses, mais la majorité des promesses, du moins les plus importantes, n'ont pas été réalisées. Et donc aujourd'hui, nous avons une ossature de constitution que nous retrouvons dans plus ou moins 50% de pays francophones. Je parle de l'ossature. Et les spécificités qui ont été rajoutées par des Congolais, dont le professeur Mampouya et bien d'autres, le professeur Kabamba et tous ceux qui sont venus, et puis on peut avoir fait appel à la question, sont des choses qui ont été admises par les Congolais à 85%. Mais mieux encore, M. Tshisekedi s'est engagé à respecter cette constitution, à la défendre. Que vaut cet engagement aujourd'hui? Comment pouvez-vous jurer, prêter serment devant la nation de respecter un texte et de dire le lendemain que c'est un lambeau et que c'est un... Autant il avait juré à Njili, le stade là, à Sainte-Thérèse, en regardant le ciel, en disant que la personne qui va trahir la Mouka, moi je prête serment, la personne qui va trahir la Mouka soit maudit, je le dis devant Dieu, et c'est ce qui est arrivé, il est frappé de malédiction. Autant quelques moments après, il a dit qu'il était envoûté. Donc c'est un personnage qui n'a, comme je dis, il est impertinent, et j'espère qu'on ne va pas passer des heures et des minutes à parler de ce type de personnage, parce que ce monsieur est tout ce qui n'est pas fiable. Il incarne ce qui n'est pas fiable. Il n'est pas fiable, c'est un monsieur qui est très malhonnête. Il a d'abord touché l'article 217, après il dit que ça ne cadre pas avec nos réalités. Quelles sont les réalités? Les réalités selon lesquelles on doit avoir un premier ministre, un président qui a beaucoup de pouvoir, avec des élus qu'il a nommés parce qu'il se fera élire au suffrage indirect, où il n'y aura pas de premier ministre parce que c'est ça, ce sont les bribes
que nous avons entendu, et c'est cela qui correspond aux réalités, mais ce qu'il est en train de décrire, c'est ce que Mobutu voulait. Nous savons que son père a fait le manifeste de l'ANCD. Nous savons que son père était à l'origine de la pendaison, ou s'il a participé activement à la pendaison à l'époque, à l'arrestation de Lumumba. Et aujourd'hui, son souci est le seul, c'est de demeurer le plus longtemps possible au pouvoir, sans contestation aucune. C'est un monsieur qui est allergique à la contestation. Il est allergique à l'opposition. Et donc, vous allez donner des opportunités à un personnage de ce genre-là, qui a arrêté quasi la majorité des personnes qu'il redoutait, un monsieur comme Kaboudou, comme Moukebaï ou comme Seth Kikouni. Il les fait rigoler, il fait arrêter son directeur de cabinet, il fait arrêter son conseiller en charge de sécurité. Au fait, il a fait arrêter Bifort, qui était aussi un autre conseiller. Écoutez, ce monsieur, non seulement il est dictateur, mais c'est un dictateur impertinent. Ça veut dire que c'est un dictateur qui dans l'action, sur une fraction irréductible de ce pays. Ça veut dire que ce pays sera disloqué. Il risque d'être auteur de la balkanisation de ce pays si nous continuons à le laisser s'exprimer, agir et lui faire croire qu'il est extrêmement fort, ce qui n'est pas le cas. Je rappelle quand même que ces personnages sont pertinents. Vous avez été jusqu'il y a 2-3 ans ici, directeur de sa campagne pour Lukunga, et vous avez battu campagne pour que le Congolais lui fasse confiance. Hein. Ça, c'est juste un petit pas vers l'histoire. Mais lorsqu'il évoque des questions d'effritement de notre souveraineté... Non, je dois évoluer. On est à ma pique. Je n'ai jamais été directeur de campagne de non, mais jamais. Vous avez battu campagne. Vous avez été parmi les responsables de la campagne de Tshisekedi à Lukunga en 2023. Je n'ai jamais été responsable de la campagne de Tshisekedi. J'espère que vous pouvez retirer ça et acter. Vous n'avez pas battu campagne pour Tshisekedi en 2023 ? De dégrader. En 2023, vous allez prendre toutes mes affiches de campagne, vous ne verrez pas son visage. J'étais dans l'Union Sacrée et j'ai battu mon campagne sur le nom de l'Union Sacrée. Et je peux vous dire quelque chose. Soyez conséquent. C'est votre histoire, assumez-le tout simplement. Assumez. En 2023, vous avez été membre de l'Union Sacrée et l'Union Sacrée avait comme candidat M. Tshisekedi. Vous avez battu campagne pour le candidat de l'Union Sacrée à la présidentielle. Avec ta permission, je vais clarifier quelque chose. Si tu permets. Bon, mon objectif n'est pas de faire des pics, mon objectif est de poser des questions. Mais sinon, si tu me laisses pas parler... D'accord. Allez-y. Laisse-moi... Bon, je ne peux pas laisser passer. C'est ça. J'étais membre du MLC. Le MLC était membre de l'Union Sacrée. À ce titre-là, j'étais sur la liste du MLC, donc j'étais sur une liste de l'Union Sacrée, bien sûr. À ce titre-là, il nous a été demandé à tous ceux qui sont membres de l'Union Sacrée de battre la campagne du président, et notamment, et c'était même une exigence, de mettre le visage du président sur les affiches. Je pense avoir été le seul de mon parti à ne pas l'avoir fait. Si tu me reconnais ce mérite-là, on peut évoluer. Parce que je sais pourquoi je ne savais pas. Est-ce que... Bon, le débat n'est pas à ce niveau-là. Je vais pas vous importuner sur cette question-là, mais je rappelle tout simplement des faits historiques. Est-ce qu'au sein du MLC, vous avez dit clairement que moi, je ne battrai pas campagne contre Tshisekedi? Parce qu'il y a eu même des moyens sortis dans le cadre de l'Union Sacrée pour cette campagne-là. Mais... Vous n'avez jamais désavoué, vous n'avez jamais désavoué publiquement la candidature de Tshisekedi à l'Union Sacrée. Vous n'avez jamais pris publiquement des positions du genre que Tshisekedi c'est pas mon candidat, mais étonnant quand même que 2 ans après, vous nous présentez un homme qui est impertinent, un homme qui est, qui est dangereux. Je suis une personne loyale et conséquente. Je suis dans un parti politique. Lorsqu'il s'est agi de combattre M. Kabila, je l'ai fait. Du moment que je suis dans ce parti et que ce parti a pris une option, je respecte l'option et c'est vrai. Et Dieu seul sait combien de cette option n'était pas la bonne. Et je sais à qui je l'ai dit. Maintenant, est-ce que je reconnais que mon parti était dans l'Union Sacrée? Oui. Est-ce que je reconnais que je n'ai pas fait une campagne qu'on reconnaît? Maintenant, si vous demandez à mes électeurs, lorsqu'ils me posaient la question de savoir qui ils allaient voter, je leur ai demandé de faire le choix en âme et conscience. Je n'ai jamais incité les gens à voter M. Félix Tshisekedi. Et je sais pourquoi. Et je crois que j'ai payé aussi pour cela. Parce que c'était une obligation, vérifiez très bien. On vous dira que tous les membres, non seulement du MSC, mais de l'Union Sacrée, avaient le visage de M. Tshisekedi sur
sur son affiche, ce que je n'ai pas fait. Et aussi, je n'ai jamais incité mes électeurs à le voter. J'ai demandé aux gens de le faire, ce qui pensaient être bon pour leur avenir. Mais bon, c'est vrai, c'est une partie de l'histoire que j'assume. J'étais dans un parti, et à partir du moment que j'ai démissionné de ce parti, je reprends ma parole et ma liberté. Parlons justement de ce parti. On va revenir sur la question des changements là. Comment jugez-vous Jean-Pierre Bemba, vous qui l'avez connu, qui avez travaillé avec lui? J'ai suivi quelqu'un qui ce matin disait que Bemba était devenu ridicule. Quelqu'un d'autre m'a également dit que je n'ai pas reconnu le Jean-Pierre Bemba que je connaissais. Quand vous regardez la carrière politique de Jean-Pierre Bemba avec les déclarations, on en parlera d'ailleurs, ce qu'il a déclaré récemment. D'abord, l'homme Bemba, est-ce que vous le reconnaissez, vous qui l'avez fréquenté? Bon, vous comprendrez que j'ai des réserves sur le sujet parce que c'était le président du parti dans lequel j'ai œuvré ou travaillé, où j'ai appartenu pendant 17 ans. Et dans les us... Vous avez été PDG de ces chaînes de télévision, vous avez été porte-parole de son parti. J'assume tout cela, j'assume en tout cas. J'ai fait un très très bon travail. Je sais que les gens de CCTV qui me suivent me regrettent absolument parce que j'ai fait un travail que lui-même a apprécié à l'époque. Donc je veux dire que j'aurai quelques réserves à m'exprimer librement sur la question de M. Jean-Pierre Bemba et pour plusieurs raisons. Mais je peux simplement dire ceci. Je sais que c'est un homme de conviction. Je sais qu'il n'est pas dans un bon environnement. Ça, c'est l'impression qu'il m'a donnée lorsqu'il s'est exprimé. Nous avions créé à l'époque ce qu'on appelait le Front commun pour le respect de la Constitution. Je pense que 70% des émissions que j'ai faites en tant que porte-parole tournaient autour de la Constitution. Cela veut dire que la position de mon parti à l'époque, elle était connue. Et non seulement elle était connue, elle était maîtrisée. Et tous les articles, ça tournait autour de l'article 70 et l'article 71 alinéa 1, lorsque nous sommes passés de 2 tours à 1 tour. Donc je connais la position de mon parti. Je sais aussi que nous avions activement participé à toutes les marches relatives au respect de la Constitution. Et nous étions créateurs de ce front. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il ne faut pas refuser aux gens ou dénier aux gens le droit à l'évolution. Je crois que chacun de nous a le droit de changer d'avis. Aujourd'hui, M. Jean-Pierre Bemba me semble avoir changé d'avis sur la question. Maintenant, si on doit discuter des motivations, ça sera un débat, parce que je pense qu'il est le seul à le connaître. En ce qui me concerne, le contexte actuel ne me permet pas de justifier que l'ancien parti dans lequel j'étais puisse soutenir un changement de constitution. Pourquoi je le dis? C'est parce que la situation de la gestion chaotique des 6 dernières années, en termes de déficit, M. Jean-Pierre Bemba sait très bien qu'entre 2020 et 2022, nous sommes passés à près de 3 milliards à 8 milliards de dettes publiques. Il sait lui-même le nombre de détournements qu'il y a eu pendant cette période. Il a vu la fluctuation du taux de change. Il voit la famille au quotidien, l'insécurité. Le PAM a lancé une alerte pour dire qu'il y a 27 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Je ne vois rien qui puisse justifier, en tout cas rien de... Non, mais c'est pas ce que Jean-Pierre Bemba a dit dans cette émission. Jean-Pierre Bemba a vanté la volonté du président de la République à aider le pays. Il a parlé des aéroports qui sont en construction, l'aérogare de Mbujimaï, des Kananga. Il parle des avions qui ont été pris en leasing avec Ethiopian. Pour Jean-Pierre Bemba, Tshisekedi, c'est l'homme de la situation. La volonté n'est pas un résultat. L'intention non plus. Moi, je vous parle du vécu quotidien des Congolais. Des gens qui se lèvent encore aujourd'hui à 4 heures du matin, qui quittent Njili pour arriver en ville à pied. Nous sommes dans la capitale et nous le voyons tous les jours. Dans les provinces, nous voyons qu'il n'y a pas de route. La desserte en eau, la distribution d'électricité, la sécurité, la scolarisation, les enseignants, les fonctionnaires n'arrivent même pas à payer un loyer. Moi, je parle de la réalité aujourd'hui. Après, les intentions, on en a toujours des intentions, on peut avoir des projets, on peut avoir des idées, mais moi, je vous parle du résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, je le dis humblement, ce n'est pas contre M. Jean-Pierre Bemba, et je sais que même s'il me verra, il comprendra ce que je dis parce qu'il sait que j'ai raison, que le contexte actuel ne justifie aucunement, en tout cas, il n'y a rien de positif qui justifierait aucunement qu'on donne une once de possibilité à M. Tshisekedi de se maintenir à ce poste pour lequel il est complètement incompétent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en changeant la Constitution, M. Bemba sait très bien
que nous passons à une autre république et qu'à partir de ce moment-là, les compteurs sont remis à zéro. Donc, donner une once de possibilité à un monsieur qui a non seulement pillé, qui a tué, mais par-dessus tout qui est incompétent, un monsieur que nous-mêmes nous avions combattu, moi quand j'étais au MLC à l'époque de la Mouka, comme je dis, on ne peut pas dénier à une personne le droit de changer d'avis ou d'évoluer dans son raisonnement. C'est peut-être sans lui avec de la maturité, il voit certainement les choses autrement, mais moi je continue à voir la réalité au quotidien et je la vois telle que je viens de vous la décrire et malheureusement c'est en contradiction avec ce qu'on propose. Je vous sens quand même très gêné de parler de Jean-Pierre Bemba. Je ne sais pas si vous avez entretenu des relations de père en fils, mais bon, souffrez quand même que je reste un peu là-dessus. Monsieur Jean-Jacques Mamba, j'aurais bien voulu abréger votre souffrance parce que là, j'ai comme l'impression que évoquer Bemba en public, ça vous met un peu mal à l'aise. Oui, j'ai une certaine vision que je souhaite observer par rapport à ça, mais bon, posez vos questions, je vais essayer de répondre comme ça. Mais quand Bemba menace les gens, Bemba dit par exemple que c'est lui qui osera, il trouvera les gens. Ça rappelle un peu ce qu'il disait en 2003 lorsque Tshisekedi voulait rentrer. Il disait qu'il va faire descendre les chars des combats. Quand Bemba parle de manière discourtoise aux prélats catholiques qui ont vite réagi en disant que ce sont des politiques en robe de manière assez irrespectueuse et Jean-Pierre les évoque. Quand Jean-Pierre Bemba parle de quelqu'un qui vous est très proche, je sais que vous êtes vous avez encore des bons rapports avec Deli Sesanga, en les traitant d'un garçon, il dit que ce garçon est quand même brillant. Peut-être que demain il parlera de vous ici en vous traitant, je sais pas, des gamins aussi. C'est là que je pose la question, est-ce que c'est à l'image de l'homme? Ceux qui le connaissent disent que c'est un homme, comment il faut que je l'explique? C'est un homme qui n'a pas de respect pour les autres, c'est un enfant pourri gâté, qui est né avec une cuillère d'or dans la bouche, qui ne connaît pas le respect des autres. C'est comme ça que dès le départ, j'avais posé la question, si l'homme aujourd'hui est à l'image de celui que vous avez connu. Comment jugez-vous ces manières irrespectueuses de traiter un homme comme Deli Sesanga, de parler des prêtres? Est-ce que c'est à l'image de Jean-Pierre Bemba que vous avez connu? Bon, il y a plusieurs avis qui peuvent être émis, mais il faut aussi voir le contexte. Aujourd'hui, moi, on me reproche d'être très virulent, d'insulter le président de la République. Je pense qu'on vous le reproche aussi. Mais est-ce que de par votre tour, vous êtes comme ça? Vous n'êtes peut-être pas comme ça, je ne pense pas. Moi, je te connais, je sais que tu es un garçon plutôt sympa et tout ça. Mais aujourd'hui, quand tu parles d'Helmut Ngeleka, tu parles d'Helmut Ngeleka, les gens peuvent croire que tu es né impoli et que tu aimes insulter les gens. Par contre, je pense que ce que tu as, c'est une posture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui dynastie, il y a cette nouvelle dynastie qui le patrimoine en Belgique est évalué à plus de 10 millions d'euros. Et à Dubaï, on n'en parle pas. En France, d'ailleurs, à Meaux, ils ont dernièrement acheté encore une villa là-bas. Donc, la communication que tu as, c'est une communication de posture, de circonstance. Et je ne pense pas qu'on peut aujourd'hui penser, pour ceux qui te connaissent très bien, que tu sois une personne aussi virulente dans la vie de tous les jours. Et ça, ce n'est pas pour défendre M. Jean-Pierre Bemba, parce que, bon, je pense que sa posture vis-à-vis des catholiques n'est pas défendable. Elle n'est pas justifiable et elle n'est pas nécessaire. Je pense qu'il a été dans des excès. Autant il parlait des Russes, ou autant il disait que M. Katumbi ne savait pas chanter l'hymne national. Vu les relations que je leur reconnais, oui, chanter l'hymne national, je savais un peu plus ou moins le type de relation qu'ils avaient. J'ai trouvé qu'il était un peu trop loin. Bon, c'était une campagne électorale, donc c'est du coup sur coup. Le contexte peut le justifier, mais je pense que dans une certaine mesure, ça ne pas, et je le comprends, mais il faut aussi voir le cadre dans lequel c'est fait. Alors, comme je viens de le dire, je crois que chacun adapte sa communication par rapport au contexte. Aujourd'hui, et c'est ce qui n'est peut-être pas apprécié, et ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'aujourd'hui, monsieur Jean-Pierre Bemba est le défenseur personnel de M. Tshisekedi. Alors, j'aurais pu comprendre que M. Tshisekedi soit dans des beaux draps, nous donne de l'espoir, que sa gratuité de l'enseignement ait fonctionné, que les finances publiques se portent bien, que les libertés individuelles garanties, que la ville de Kinshasa, le siège des institutions, soit plus belle et mieux organisée, que dans les provinces, on sente un élan de développement et tout ça. Mais il n'y a rien de tout ça. Et donc, aujourd'hui, la posture de défenseur
est une posture qui ne lui convient pas, parce que derrière cette défense, il n'y a pas du concret positif pour les Congolais. Et je crois que c'est ce qui exacerbe un peu ou qui accentue le caractère péremptoire de ces différentes interventions. Mais bon, comme je le dis, voilà, c'était mon président, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Ici, nous sommes dans un contexte pré-référendaire, on va dire ça comme ça. Les coups sont permis et je comprends les uns et les autres qui considèrent qu'il est d'aller dans les excès. Et donc voilà, c'est comme toi tu vas dans les excès. Et moi aussi, on considère que je vais dans les excès. Allez, on va arrêter les supplices. Je ferme les dossiers Jean-Pierre Bemba. Les égards sont très difficile, hein, le parler, hein. Oui, je le constate. Je le constate. Je trouve que c'est difficile. Je n'aimerais pas être... J'ai comme l'impression que je vous mets en supplice, que je vous mets en pilori sur ça. On arrête la souffrance. On parle d'autre chose. Je sors de ces... Je vais terminer par ceci. Je ne vais pas faire ça. Mais vous savez, lorsque vous quittez un parti politique, la maturité exige que vous soyez, entre guillemets, un peu, on va dire, peut-être pas reconnaissant, mais que vous ayez une certaine distance lorsque vous parlez du combat que vous avez soutenu pendant 17 ans. Moi, j'ai soutenu un homme qui avait des convictions. J'ai soutenu un homme qui croyait en certaines choses et qui nous motivait. Si pendant 10 ans qu'il était en prison, nous avons accepté, alors que d'autres sont allés au gouvernement, de mener ce combat, de prendre tous ces risques parce que nous croyons en quelque chose. Et aujourd'hui, malheureusement, cette croyance, en tout cas du côté du parti et du président Jean-Pierre Bemba, ses convictions ont évolué et je ne peux pas lui dénier le droit à l'évolution ou au changement. Donc, que ce pays a une constitution qui ne lui convient pas, la constitution qu'il défendait, ben, il n'a qu'à défendre sa position et je respecte celle-là, mais ce n'est pas la mienne. Allez, Monsieur Bemba, dans le cadre de cette lutte-là, les gens que vous appelez, vous, de l'opposition républicaine, ont décidé de créer une coalition. On a vu les Katumbistes, les Fayoulistes, les Sessanguistes, les Matatistes et même le prix Nobel Mukwege se mettre ensemble autour de quelque chose, les Kabylistes même aussi. Et aujourd'hui, vous le savez, Fayoulou a rencontré Moïse Katumbi à Genval ici en Belgique, dans le cadre toujours de cette union-là. Quel est votre regard sur cette coalition de l'opposition? Et puis, comment expliquez-vous cette, j'allais dire haine, mais pas haine, ce rejet, ces dégoûts qu'a M. Martin Fayoulou à l'endroit de l'AFC? Parce que pour lui, même si l'on doit se retrouver, mais il est hors des questions de le faire avec des gens qu'il considère comme une sorte de vassal du Rwanda, qui aident le Rwanda. Et ça, c'est justement en parlant de vous. Il est hors des questions d'entrevoir une collaboration avec l'AFC qu'il considère comme une rébellion qui tue dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci. D'abord, la première des choses, c'est que je considère qu'il y a des aspects très positifs. C'est qu'aujourd'hui, voir le FCC du président Kabila, voir Moïse Katumbi, voir le cadre de concertation avec l'honorable Claudel, ou voir l'honorable Denis Sesanga décider avec Martin Fayoulou se mettre ensemble ou rester autour d'un thème nonobstant les différences qu'ils peuvent avoir ou les différends qu'ils ont eus par le passé, je trouve que c'est quelque chose de très, très positif. Donc, je ne peux qu'encourager que des individus autant différents, distants et des fois même concurrents mettent leurs égos de côté pour atteindre un objectif, on va dire, salvateur dans le cadre du respect de la Constitution actuelle. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, M. Fayoulou, il a souvent des théories qui sont hérétiques. Je l'ai suivi personnellement ici à Bruxelles lorsqu'il racontait que M. Tshisekedi avait un deal avec Kagame, a vendu une partie de l'Est. Bon, ok. Vous savez, la dernière fois que j'ai eu une discussion avec M. Martin, c'est en 2018. Je dis une discussion directe. Peux dire, c'est que d'abord, c'est une personnalité que j'apprécie dans le sens d'un combat, du combat qu'il a mené, oui. Et aussi, il est généralement et malheureusement dans des controverses qui ne sont pas nécessaires. Que gagne-t-il aujourd'hui alors que la question est M. Tshisekedi a trahi et donc doit être resté en justice, ou M. Tshisekedi ne doit pas changer la Constitution? Que vient faire Kagame dans ce dossier? Quel intérêt aurait-il à
dénigrer ou insulter les gens, les petites gens que nous sommes, alors que, in fine, pour le même objectif. Il a été 2 fois aux élections, il a été floué 2 fois. Il se retrouve aujourd'hui en face d'un dictateur qui veut prolonger son bail pour 14 ans minimum. Quel intérêt aurait-il dans cette lutte ou dans cette démarche de des personnes qui combattent, peut-être pas avec les mêmes moyens que lui, pour atteindre le même objectif? Alors, moi, je ne vais pas être discourtois comme il a souvent été en ce qui nous concerne, mais bon, si j'ai l'autorisation de ma hiérarchie, je vais revenir sur lui avec beaucoup plus de détails parce qu'il n'a pas le monopole de la verve. Je dirais simplement que ce n'est pas nécessaire en ce moment-ci. Voyez-vous, moi-même, j'encourage la démarche de l'opposition républicaine, même si je pense qu'elle comporte quelques faiblesses et elle porte à penser qu'il y a un piège qui est, de manière insidieuse, on peut facilement tomber dans le piège de M. Tshisekedi. Et donc, voilà, nous ne disons pas, écoutez, l'opposition républicaine, ça ne sert à rien, nous faisons la guerre, que tout le monde se rallie à nous. Non, tout chemin mène à Rome. Si Rome est notre objectif, c'est-à-dire arrêter M. Tshisekedi, le traduire devant la justice ou l'empêcher d'avoir un 3e mandat, parce que Rome est ton objectif, tous ceux qui y vont devraient avoir des langages courtois, de manière à ce que nous puissions, dans la mesure du possible... Vous ne comprenez donc pas les écarts de M. Fayoulou contre vous. Hein. Quand il dit de vous que vous êtes à la solde du Rwanda, vous êtes... M. Fayoulou est devenu un peu comme M. Tshisekedi. C'est-à-dire, lors de son discours, pour que son discours prenne de l'ampleur ou pour qu'il se fasse entendre, il doit citer le nom de Kagame. Vous savez, aujourd'hui, M. Tshisekedi sans Kagame n'existe pas. Si Kagame meurt aujourd'hui, M. Tshisekedi va disparaître. Et en citant Kagame, vous vous sentez immédiatement touché, donc il ne peut plus parler de Kagame. Vous êtes des avocats, des défenseurs de Paul Kagame? Non, moi, je n'ai jamais vu M. Kagame. Je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Je n'ai jamais vu un Rwandais dans nos milieux. Et donc, je n'ai pas besoin de parler de Kagame, je n'ai pas besoin de parler des Rwandais pour faire ma lutte. Mais apparemment, M. Kabila, pour exiger de la crédibilité sur la scène internationale, dans toutes les interventions au Conseil de sécurité à l'ONU, il faut qu'il cite le Rwanda. Vous parlez de Tshisekedi. Et donc, oui, je parle de M. Tshisekedi. Il doit citer M. Kagame pour avoir de la crédibilité au niveau international. Et je crains que M. Fayoulou entre dans cette spirale où il s'exprime sur des sujets qui sont congolais, pour mieux se faire entendre, il doit parler de Kagame. Un peu comme M. Kabouya qui dit que les problèmes qu'il y a à l'UDPS, c'est aussi Kagame qui les a, qui est derrière ces problèmes-là. Donc, je ne peux comprendre et je ne peux tolérer, qu'un grand pays comme le Congo, à 2 345 000 km², puisse justifier. Et lorsque ce Congo veut parler des perspectives politiques, juridiques, économiques, sociales, ne puisse pas en parler sans épargner M. Kagame, parce qu'il n'est pas l'auteur ou la cause de tous les maux que nous avons dans notre pays. Donc, nous traitons d'une question interne. M. Tshisekedi veut changer la Constitution. Il appartient aux Congolais de lui barrer la route. Nous ne le faisons à notre manière parce que nous pensons que cette manière-là est la plus efficace. Et ceux qui pensent que la manière républicaine peut fonctionner, nous ne pourrons qu'applaudir si nous atteignons le même résultat. Donc, ce n'est vraiment pas nécessaire, les invectives qu'il lance. Et je me réserve le droit de répondre, de le faire, parce qu'on sait tous ce qui s'est passé et il sait lui-même de quoi on peut parler pour le mettre mal à l'aise. Mais bon, ça, ce n'est pas la question. Parlons justement du Rwanda. Kinshasa et Kigali ont signé récemment des accords de cessez-le-feu, ou plutôt des paix à Luanda, en Angola. D'un côté et de l'autre, on a vu la volonté de pouvoir y aller jusqu'au bout. Mais vous, comme d'habitude, le président Tshisekedi n'a même pas voulu que vous soyez associé à ce débat-là. Comment voyez-vous le tout dernier accord signé entre Kinshasa et Kigali à Luanda? Est-ce que vous pensez que ça peut ramener la paix dans l'Est de la République? C'est épilogué par M. Fayoulou qui parlait de cohésion nationale. Donc, s'il y tient, il doit éviter les invectives. Alors, pour venir à votre question, c'est sûr que je vous explique. Aujourd'hui, M. Tshisekedi n'a des entrées à l'international en parlant du Congo que lorsqu'il cite M. Kagame. Comment pouvez-vous comprendre qu'à la date de la dernière, M. Moutamba fasse une sortie présentant une prime à toute personne qui pourrait arrêter Kagame? En réalité, ce que veut M. Tshisekedi, c'est que le conflit soit alimenté
pour qu'il justifie, entre guillemets, la guerre de l'Est par M. Kagame ou par la main noire de M. Kagame. Pourquoi? Parce que quand M. Kagame signe, et comme on vient de démontrer qu'il n'y a pas ses troupes, à un moment donné, on va lui dire, mais M. Kagame n'est pas au Congo. Comment se fait-il que vous ne pouvez pas mettre fin à la guerre? Et que donc, à partir de ce moment-là, il sera conduit à nous considérer de gré ou de force comme le seul interlocuteur pour la paix. Nous voulons la paix, mais à une seule condition, c'est son départ. Et donc, pour lui, c'est beaucoup plus facile que ce conflit soit entre... Chaque fois, vous remarquerez, à chaque fois qu'on s'approche de la signature aux consignes, il y a une déclaration fracassante du côté congolais qui remet en cause même la validité de l'accord. Et c'est fait à dessein, parce que sans ce conflit-là, M. Tshisekedi arrête d'exister. Sans qu'il y ait un conflit entre lui et M. Kagame sur la scène internationale, il arrête d'exister. Donc, le dernier rapport indique qu'il n'y a pas de troupes rwandaises. Ceux qui se battent sont des Congolais et qui se défendent contre l'agression, la violence de M. Tshisekedi. Donc, moi, j'encourage les deux pays à signer. J'encourage que, de manière bilatérale, que le Congo ait des bonnes relations avec tous ses voisins. Aujourd'hui, il est impossible à ceux qui sont à l'est du pays, notamment qui vivent à Goma, Bukavu, de vivre sans passer par le Rwanda. Je parle par exemple du commerce. Je parle de la dépendance. Savez-vous que le carburant qui est utilisé à Goma vient de Kigali? Parce qu'il n'y a pas une autre voie plus économique pour qu'ils aient du carburant. C'est comme ça que cette frontière-là n'est jamais fermée. Ce sont des peuples qui sont appelés à vivre ensemble. La plupart des Congolais que j'ai vus à Goma ne dorment pas à Goma, ils vont dormir à Gisenyi. C'est là où ils louent parce que les loyers sont moins chers et parce qu'il y a de l'électricité tous les jours et parce que c'est sécurisé. Ils dorment à Gisenyi en tant que Congolais, ils ont des cartes de résidence à Goma. Pourtant, ce sont des Congolais. Allez voir les églises, allez voir les médecins. Donc, nous sommes des peuples frères. Autant vous allez en Ouganda aujourd'hui, il y a tout un quartier où il n'y a que des Congolais. Vous allez en Tanzanie, c'est la même chose. Partout, vous allez même en Angola, c'est la même chose. Vous allez en Centrafrique, vers Zongo là-bas, c'est la même chose. Donc, il faut que nous comprenions qu'avec nos voisins, la politique de bon voisinage est une priorité et le Rwanda en fait partie parce que ce n'est pas un peuple qui est ennemi. Et vous le savez, la dernière fois que Kagame est venu au Congo, eh ben, c'est M. Tshisekedi qui l'a invité et on a chanté sur Oboui Kagame Salam Kilinayo. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, il ne serait pas possible que ces pays-là et que même les deux individus s'entendent. Il n'y a aucune impossibilité. Vous-même, Jean-Jacques Mamba, vous êtes condamné à mort à Kinshasa, donc au Congo, vous avez été condamné à mort parce que vous avez parlé tout de suite là du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il a fait une sortie où il a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo à procéder à l'exécution de la peine de mort. Et il a annoncé que des mandats d'arrêt internationaux seront lancés pour des hommes comme vous, Corneille Nangaa et les autres. D'ailleurs, concernant vos biens, il annonce que bientôt une commission sera mise en place pour que la justice récupère le bien que vous avez au pays et qu'il soit vendu aux enchères. Est-ce que vous avez peur? Comment vous recevez ces genres de menaces, ces genres de déclarations? Bon, d'abord, on ne lance pas un mandat d'arrêt international pour des personnes qui sont au Congo. Monsieur Nangaa est au Congo. Comment voulez-vous lancer un mandat d'arrêt international? Ce qui concerne la peine de mort, ils ont dit qu'ils vont l'exécuter pas seulement contre les membres de l'AFC, mais contre les Koulouna aussi. On attend voir jusqu'où pourra aller ce régime. S'ils prendront cette responsabilité d'annoncer à la face du monde qu'ils ont assassiné des personnalités politiques, membres accusés, ainsi que des Koulouna, ben, on attend qu'ils le fassent. Vous savez, il y a plus de 300 condamnés à mort. Depuis 2011, ces peines-là n'ont jamais été exécutées. Je suis curieux de voir comment est-ce que Mutamba mettra ces menaces à exécution. Et en ce moment-là, nous apprécierons. Mais je ne pense pas qu'il va le faire parce qu'en ce moment-là, il va plonger le pays dans un isolement comme aujourd'hui. Vous savez, il y a les procès remplissent certaines normes. Ça, je ne considère pas que c'est un procès, c'est un règlement de compte. En ce qui concerne les biens, j'aurais apprécié qu'on saisisse les biens de tous ceux qui ont détourné au Congo. Je n'ai jamais touché à l'argent du Congo, je n'ai jamais rien détourné, je n'ai jamais été gestionnaire. Le peu que j'ai pu avoir, il peut être vendu, c'est pas ça la question. La maison des Delvaux, là, vous allez la perdre, hein? Oui, et puis même celle de Badiading, ils doivent les vendre toutes les deux. Déjà que j'ai appris qu'il y a des militaires là-bas, donc vous allez perdre ça, quoi. Oui, depuis très longtemps, il y a des militaires. Mais d'ailleurs, à celle de Badiading, il y a déjà un colonel qui construit là-bas.
Donc, la commission n'est même pas encore faite. Hein. Il y a déjà des gens qui construisent chez moi. Là n'est pas la question. Je veux dire que ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce pourquoi je me suis engagé. Ce qui m'intéresse, c'est la paix congolais dans le constat que ce pays va de plus en plus mal et qu'il faut absolument que chaque Congolais s'investisse pour dégager M. Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, on parle de moi, mais on peut parler de vous aussi. Quel crime avez-vous commis pour aller en exil? Quel crime, M. Kaboun, c'est un délit d'opinion. Quel crime a-t-il commis pour avoir une condamnation de 7 ans de prison? Aujourd'hui, ce n'est pas la question de Jean-Jacques Mambo, la question de M. Nanga. Des condamnés à mort, comme je vous ai dit, il y en a plus de 300 au Congo-Kinshasa. Et ce n'est pas fini parce qu'après nous, vous savez combien de personnes ont adhéré à l'AFC? On doit recommencer le procès. Tellement d'adhésions. Et des gens qui venaient de très loin. Mais ils doivent lancer des mandats d'arrêt internationaux aux États-Unis, en Allemagne, en Suède. Et ils doivent recommencer le procès pour arrêter les gens et condamner. Donc ça veut dire qu'ils vont faire des procès chaque semaine. Parce que depuis qu'ils ont fait ce procès-là, nous avons eu beaucoup d'adhésions. Et je n'ai même pas compris, ça a créé l'effet inverse. Donc, ce sont des choses inutiles, inopportunes. Par l'époque même de Mouzé, il n'y a jamais eu de procès pendant la rébellion. Mobutu n'en a jamais fait. Et donc, eux, ils ont pensé que ce serait dissuasif. Mais malheureusement, au plus ils menacent, au plus les gens sont intéressés. Et donc, ça fait l'effet inverse. Et nous savons que M. Moutamba, et donc on n'est pas là-dedans, on n'est pas concerné. Allez, Monsieur Jean-Jacques Mamba, on va terminer. Ça va être peut-être la dernière ou l'avant-dernière question. Sur cette question des Lobito, vous avez vu le président américain se déplacer en Angola. Il y en a ceux qui sont pour, il y en a ceux qui sont contre. Il y en a qui estiment que le Congo est perdant, les autres estiment que le Congo est gagnant. Quelle est votre lecture de ce processus, de ce projet des Lobito? Je pense que nous avions des voies ferrées établies à l'époque du Congo belge qu'il faille réhabiliter pour recréer des dynamiques autour des voies de transport et qu'aujourd'hui, ce serait quand même dommage que nous passions à côté de cette opportunité et que nous cédions cette envie-là de vite faire les choses. Parce que la question ici, c'est que comme nous, on n'arrive pas à mobiliser assez des moyens pour s'auto-prendre en charge en termes de réhabilitation des voies ferrées, de restructuration de notre réseau routier et ferré et même fluvial, parce que nous ne voulons pas mettre des moyens, mais qu'on entend chaque fois qu'on tourne 100 millions, 200 millions et ainsi de suite, mais nous-mêmes, nous ne voulons pas nous financer. Même l'INPP, pour former les gens, n'est pas financé par le gouvernement congolais. C'est un exemple que je donne en passant. Vous avez la coopération japonaise, la coopération française, mais la quote-part du gouvernement congolais n'est jamais arrivée. Donc, nous voulons financer notre pays et nous voulons à chaque fois qu'il y ait une opportunité de gagner de l'argent très vite, nous accrocher à des projets qui ne sont pas les nôtres. Nous avons nos propres voies. Depuis quand on a commencé le projet d'eau profonde à Banana, depuis que M. Tshisekedi est venu, ça fait 6 ans, combien de voies ferrées il a réhabilitées? Vous savez, lorsque vous allez aujourd'hui au Sénégal, en Éthiopie, mais les gens, un président, ça travaille. Chez nous, un président, ça crie, ça parle. Il était encore hier au concert, de Fally Ipupa ou avant-hier. Ça parle, ça crie, mais Tshisekedi, ça ne travaille pas. Donc, M. Tshisekedi ne travaille pas. Et donc, on devrait passer beaucoup plus de temps à travailler, et en ce qui le concerne, et à se concentrer sur les possibilités de gagner notre indépendance avec nos ressources. Parce que c'est presque la même distance entre Lilolo et Lobito que nous pourrions couvrir jusqu'au port de Matadi ou de Boma. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas chez nous, ce qui aurait un impact économique très significatif sur le long de cette voie ferrée. Et même en termes de revenus, ça nous rapporterait beaucoup plus. Ça rapporterait beaucoup que si nous laissions cette opportunité à l'État angolais. On parle ici des minéraux stratégiques comme le lithium, dont la demande va exploser dans les 10 prochaines années. Il faudrait que nous soyons à même de répondre par nous-mêmes en maîtrisant la chaîne de production, de distribution et d'évacuation, même de transformation par la valeur ajoutée, que nous le fassions d'abord nous-mêmes à 80 à 90% au lieu de céder cela à un pays voisin comme l'Angola. Allez, Jean-Jacques Mamba, Tossi Lissa, Congolais Bagolandayo, je voudrais que vous parliez cette fois-là à Lingala. Makambo Bagolo ba révision à la Constitution, au Moni en Nini, et vous allez le bano à Soukapoto si c'est mission Mouale, le Banakin, Congolais ne surtout Bagolanda.
Tala, on est assujetté. Révolution, ce qui changement constitutionnel est assujetté. Et là, on va dire Awa, et ça, on président ou monsieur Tshisekedi. On va pour la Nini, parce qu'a violé la constitution dans l'article belé. Marambo Etali Ram, Marambo Etali Bawazalendo, Marambo Etali détournement, Marambo Etali processus électoral à 2023, c'est l'élection en 7 jours, la machine à voter paille. Il a usurpé le pouvoir, tout ça dans l'article 64, il faut tout ça là. Ce qui te continue à ma solo, c'est que voilà, on change, on change, tu ça la marche, on a célèbre ce référendum, et puis il déconne Kadima, au Baranembo, Gamora Moujima, et a un résultat, le bill, oui, l'a emporté, et puis tu revends dans les sous-sous M. Lagaffe pendant 14 ans. M. Tshisekedi, Yaza Moutoumorote, a bon ami pour la présidence de la République. En gros, ça, ça les ébélés, et pour la Moussala, on a au Kokangote. Donc, ce que je peux dire pour le reçu qui s'est ali, que chaque Congolais a soit pas la responsabilité. Mais il y a la biso. Biso petozoya, na rythme tokoyi koye là, en évitant il y a réunion ko la Congolais et tout ça, combattre la bango, ko garantir sécurité na bango. Mais combat ya zali a télémé la projet à monsieur Tshisekedi, ya ko linga ko vana na ngwen pour na continuer ko copier mboka ninga aselango déjà de ces 6 dernières années. Donc on a reçu kawana des copies. Ndeko Jacques Mamba, merci. Merci mingi ndengo ndimai ko za l'inviter la biso mkola lelo. En tout cas, grand merci. À peine à pécho, merci mingi. Madame, messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. L'émission se termine donc par là. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Jean-Jacques Mamba, acteur politique au Congo et cadre de l'AFC de M. Corneille Nangaa. Retrouvons-nous sur cette chaîne pour d'autres numéros de cette émission. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.